Et bonjour à toutes et tous, bienvenue tout le monde. Alors déjà, est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? Oui, Super. Alors, je vois des gens que je connais dans le chat. Bienvenue tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau live du Centre spatial guyanais. Aujourd'hui, on se retrouve pour suivre la mission VV20, donc Vega 20, Vol Vega 20 plus précisément. Pour suivre la mission CERES, donc en fait, donc, le lanceur Vega aujourd'hui va mettre en orbite trois satellites CERES comment pour la direction générale de l'armement. Pardon, excusez-moi, c'est bien, on nous entend bien, super, c'est parfait. Et du coup, donc le décollage est prévu pour 10h27 heure de Paris et on est à 6h27 heure de Guyane. Voilà. Bienvenue tout le monde. Donc n'hésitez pas, je viens ensuite présenter nos invités aujourd'hui. Alors vous n'hésiterez pas à leur poser des questions, on aura toute une session de questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas tout à l'heure à leur poser des questions. Donc je vais laisser Alessandro se présenter. vous m'entendez? Bonjour, je m'appelle Alessandro Tamburini et je travaille chez Avio Guyane et j'ai comme responsable de développement pour les sols pour le prochain lanceur de Vega, c'est le Vega C. Et prochainement, je prendrai les tâches de directeur d'établissement. D'accord. Guireg, est-ce que vous pouvez également vous présenter? Oui, bien entendu. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Guéret Granou, je travaille pour le CNES, donc le Centre d'études spatiales français. Je suis directeur des opérations. Donc, je fais partie des directeurs des opérations du CNES. Et donc voilà, je suis pas en poste ce soir, mais mes collègues sont affairés et prêts à Jupiter 2. Super. Donc voilà, comme je vous disais dans le chat, voilà, tout à l'heure, il y aura une session de questions-réponses. On sera également rejoint tout à l'heure par Emmanuel Pradier, qui est directeur général délégué d'Europropulsion. On a des petits soucis techniques de son côté, mais tout va bien. Normalement, il nous rejoindra si tout va bien, on croise les doigts. Du coup, Guireg, on est à peu près 1 heure H-1 du décollage. Qu'est-ce qui se passe précisément à ce moment-là, du côté de Jupiter? Euh, Précisément à ce moment-là, concrètement, la tension monte de plus en plus dans le centre de contrôle. Donc on a la chronologie, elle a débuté très tard dans la nuit, enfin vers 22 heures au centre de contrôle. Et là, à -1 heure, on effectue les derniers contrôles entre la base de lancement et les moyens de la base, donc les antennes de télémesure et les radars. Donc ils sont en train de contrôler actuellement que le lanceur peut bien émettre des données des moteurs, des données du lanceur vers les moyens, les antennes du CSG. Mhm. Et les radars du CSG, du Centre spatial guyanais, peuvent bien localiser le lanceur qui est actuellement immobile sur son pas de tir. Donc ces derniers D'accord. tests-là vont permettre de poursuivre la chronologie. Et c'est ce qui se passe en ce moment-là. Les experts sont en train de contrôler la bonne communication du lanceur avec la base. D'accord. Du coup, Alessandro, parce que avant d'arriver au lancement au jour J, il faut s'occuper du lanceur et de toute la préparation en amont. Et du coup, est-ce que vous nous expliquez un petit peu comment se passe un peu l'intégration et expliquer ce que c'est également l'intégration du coup du lanceur Vega. Alors je vais mettre la petite vidéo que vous avez Voilà, préparée. le lanceur, normalement, il arrive en Guyane à morceaux, en étage. Le premier étage, il est préparé à Europropulsion, que vous voyez la sortie de l'usine Europropulsion du premier étage qui vient amener via la route de l'espace du CG vers la zone de lancement Vega. Vous voyez là-dedans, on est sur la route de la zone de lancement et après ripé sur la table de lancement du mobile gantry. Là, c'est les fardiers, c'est un gros tracteur pour le transport du premier étage. N'hésitez pas à me dire si Bon. je mets pause ou pas hein, sur la vidéo. Non, 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 ça va, D'accord. ça va, ça va très bien. Et on passe au deuxième étage là. Le deuxième étage s'appelle Zefiro
23. Il a un poids plus ou moins de 30 tonnes, qu'il est transféré à l'horizontale et après, à travers un système de pivot d'érection, il est hissé sur le premier étage. D'accord. Là, c'est un peu l'opération d'hissage à travers les pivots d'érection que vous voyez. Et il est hissé très lentement avec des procédures de sécurité qui normalement ont été vérifiées par la sécurité du CNES avant d'être autorisé à faire ces opérations. Donc là, on voit... Les opérations, vous voyez, ça c'est l'hissage ça s'est fait avec soin pour éviter tous les contacts inattendus parce que tous les contacts ils peuvent engendrer d'endommagement sur le lanceur. Les espaces pour faire l'intégration, vous voyez, sont très étroits, sont très petits, donc tous les mouvements sont doux et faits attentivement de manière que l'intégration soit faite correctement. Oui, ces anneaux sont des anneaux de manutention qui après sont enlevés. La même opération, il est fait pour le troisième étage, qui est plus petit, s'appelle Zephyr 9, qui a le but à la séparation du deuxième étage, d'avoir un temps de fonctionnement un peu plus long par rapport au deuxième étage. Qu'il a l'objectif de faire sortir de l'atmosphère la charge utile et après faire fonctionner le quatrième étage. Le fonctionnement d'intégration, vous voyez, c'est plus ou moins le même du deuxième, donc il est verticalisé à travers le pivot d'érection et ensuite intégré sur le deuxième étage. Et une fois qu'on a intégré le troisième étage, c'est le moment d'arriver avec le quatrième étage qui par rapport aux premières trois, il est différent parce que les premières trois sont des moteurs à propelgol solide et le quatrième étage par contre il est à ergol stockable qui permet la missionnisation des satellites et leur mise en orbite. Donc à différence du premier étage, on l'amène dans son conteneur de transport pour éviter que la pluie et l'environnement guyanais puissent arriver sur l'avionique qui est sur la partie supérieure de l'étage. Et donc on hisse directement le conteneur dans le mobile gantry. Une fois qu'il est dedans, là tout est douce. C'est une opération super ici, on voit... Et une fois qu'il est dedans, on le pose. Et là, on passe à la préparation de la charge utile en PCU. Ça, c'est l'opération de coiffage du satellite. C'est-à-dire les deux demi-coques de la coiffe, ils sont rapprochés autour du satellite pour l'enfermer dedans. Et ensuite le ramener au mobile gantry pour la pose du pack. Et cette activité aussi, elle est assez délicate parce que c'est le dernier moment qu'on peut intervenir sur les satellites avant la fermeture. D'accord. Donc là, c'est vraiment les derniers moments de vérification sur le satellite. Et ensuite, est-ce qu'il y a les équipes qui s'occupent du satellite qui restent à ce moment-là oui. Ou c'est juste uniquement les... Ils restent et ils suivent après un mobile gantry pour faire la liaison électrique, la vérification de la bonne communication avec le banc de contrôle et jusqu'au lift-off. D'accord. Donc, et d'ailleurs, là, pardon. J'ai demandé du coup comment le satellite en fait arrive et du coup est-ce qu'il est également soulevé comme le quatrième étage du coup à vous? Oui, il arrive sur un transporteur qui est équipé de son système de ventilation pour maintenir les conditions environnementales adaptées dans la coiffe. Il est en fait là, vous voyez la pose et la préparation au transport. Ce système, il s'appelle PFRCS. Et c'est un gros camion équipé de tout ce qu'il faut pour maintenir le satellite dans de bonnes conditions. Là, vous voyez la sortie du système de l'EPCU qui, avec ce gros camion, il est acheminé vers la ZLB à une vitesse très basse. Normalement, c'est environ 5 km/h. Vous voyez comment elle arrive doucement pour éviter toutes les accélérations ou les chocs sur le satellite qui ont
Normalement, on ne souhaite pas. Oui. Et là, c'est un peu comme le quatrième étage avec des outils spécifiques et ensuite mis sur le lanceur. Une fois qu'ils ont terminé ces activités, il y a l'activité de remplissage au préalable et test avionique et là, ce sont les opérations finales de pose du pack. D'accord. Une fois qu'ils ont fait l'acceptation du lanceur, on est presque prêt à être lancé. Donc, on a une répétition générale en moins 3 jours. D'accord. Et puis, armement du lanceur et chronologie des guirègues. D'accord. Du coup, là, en fait, ce sont vraiment les dernières phases avant. À ce moment-là, est-ce que justement le satellite est rempli en ergol ou est-ce qu'on attend vraiment le dernier moment pour le remplir en fait ou là, Normalement, on fait le remplissage avant le coiffage, c'est-à-dire avant qu'on met le deux semi-coques de la coiffe en épaisseur. Donc, il est ramené, rempli. Et là, vous voyez, après, il y a l'ouverture de mobile gantry, le positionnement en zone sud de mobile gantry et on est prêt à la chronologie de ce soir. Ça y est. Et du coup, c'est le mobile gantry qui se retire et du coup... Oui. D'accord. C'est lui qui recule. Voilà, la différence d'Ariane 5, c'est... Ouais. Vas-y. C'est le portique qui recule et le lanceur reste sur son pas de tir du début de l'assemblage au lancement. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai vu que pour Ariane 6 également, ils avaient prévu de faire le même système que pour Vega, c'est ça, avec le mobile gantry qui se retire. Si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est la même philosophie. C'est un peu traditionnel la façon d'Ariane 3, Ariane 4. On a repris un peu le concept de l'époque qui fonctionne bien. Donc, équipe qui gagne, on ne change pas. C'est exactement, on ne change pas une équipe qui gagne. Et du coup, justement, c'est quand même un peu, de ce que j'avais vu, par exemple, au niveau des préparations, au niveau de l'Ariane 5, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont assez différentes. On voit que, par exemple, le fait de manipuler le satellite avec ses ergols, c'est quand même assez périlleux. Et au final, je sais pas si c'est pour Ariane et pour Vega, par exemple, si c'est la même chose au niveau des procédures de sécurité ou est-ce qu'on manipule quand même le satellite toujours après qu'il soit rempli en ergol, vu que c'est quand même assez dangereux? Vas-y, Greg, si tu veux. Si vous voulez, quel que soit le lanceur, la fusée qui est utilisée, les satellites les campagnes des satellites, notre préparation entre le moment où ils arrivent en Guyane et le moment où ils vont être positionnés sur la fusée, selon la fonction des lanceurs, la campagne se déroule de la même manière. Les satellites arrivent un mois et demi avant, ils sont finalisés, ils arrivent à 95% de prêt, et ils vont être finalisés jusqu'au dernier moment. Au dernier moment, on va les remplir en ergol. Et puis, quand tout est prêt, vérifié et conforme à l'attendu, les satellites vont venir s'interfacer au lanceur, au moyen du lanceur, donc que ce soit un adaptateur de vol et puis ensuite jusqu'à l'encapsulation, la mise sous coiffe. Mais quel que soit le lanceur, la façon de gérer la campagne des satellites est identique. Donc, soit le satellite, voilà, il va aller vers le lanceur, soit le lanceur va venir le chercher avec la coiffe, comment cela ça se passe avec les campagnes Vega. D'accord, très bien. C'est la coiffe qui vient récupérer le satellite dans les bâtiments de préparation du satellite pour aller l'envoyer sur le lanceur, en haut du lanceur. D'accord. J'ai pris une question du chat, là je vois une question assez intéressante. Je vois une question de Fred Moissac qui demande est-ce que les propergols sont les mêmes que sur Ariane? Alors, de base, les propergols solides, ils ont le même concept. Ce qu'ils changent, c'est la répartition, disons, du partie solide avec la partie en polybutadienne, disons, la partie en liquide. La composition elle est légèrement différente. Il a un peu plus d'impulsion la partie du P80 par rapport au propergol d'Ariane 5. Ariane 5, il avait la possibilité, vu les dimensions, de pouvoir faire un propergol un peu moins performant, mais plus, disons, pour l'époque, il était reproductible.
Après, avec le développement de Vega, on a changé la composition et on a rajouté un peu plus de densité au Provergol. Mais fondamentalement, c'est le même concept. D'accord. Donc en fait, le propergol utilisé dans les 3 étages principaux de Vega sont presque les mêmes que ceux utilisés lors des EAP, sur les EAP d'Ariane 5, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Disons, le concept, c'est le même, mais ça change un peu la répartition des ingrédients. D'accord. Bon, pour le chat, les EAP, ce sont les étages d'accélération à poudre qui sont les 2 boosters latéraux de l'Ariane 5. Ouais, je précise au cas où. Du coup, on est à un peu... On a 40 minutes du décollage pour l'instant. Donc dans le chat, j'ai vu qu'on posait la question. Donc le décollage de la mission d'aujourd'hui est prévu donc à 10h27 heure de Paris et du coup 6h27 heure de Guyane. Je vais y arriver. J'ai toujours le souci de décalage Guyane et Guyane-Paris. Mais voilà, donc normalement il y a une commande du chat aussi, normalement qui est dans le titre, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc sinon on vous le rappellera tout au long en fait de l'émission. J'avais aussi une question pour Alessandro. Le lanceur Vega est plus orienté pour des petites charges utiles, c'est ça? Oui. Disons que son target de mise en orbite, il arrive à plus ou moins à 1500 kg. D'accord. Par rapport à la taille de Ariane 5 ou du futur Ariane 6, qu'il a des seuils de mise en orbite plus en GTO, c'est-à-dire en géostationnaire, en orbite géostationnaire avec des poids beaucoup plus importants. Donc normalement, ils sont utilisés pour l'observation de la Terre, les satellites qu'on utilise, et pour des recherches scientifiques pour les universités comme le CubeSat. Oui. Oui. Et donc il a un segment des satellites différents complémentaires au groupe Ariane comme Soyuz et Ariane 5. D'accord. Donc ça reste Est-ce qu'on peut par exemple le qualifier de lanceur moyen? Est-ce que c'est... Parce qu'il me semble que j'avais vu que Soyuz était considéré comme un lanceur moyen, Ariane 5 plutôt comme un lanceur lourd, et du coup, où est-ce qu'on pourrait situer un peu Vega? C'est les petits frères, disons. C'est le petit frère. Oui. Là, prochainement, pour le début 2022, on est en train de mettre sur le pas de tir l'évolution de Vega, Vega C, qui arrivera à pouvoir mettre en orbite un peu plus de poids. Oui. Et son premier étage et son deuxième, il a été changé. En fait, le premier étage, c'est le P120, que c'est le booster en commune avec la Ariane 6. Donc, c'est une nouveauté, en fait, d'avoir le même booster sur 2 lanceurs différents. C'est une synergie qui a été choisie entre le programme Vega et Ariane 6. D'accord. Donc là, à l'écran, je vous ai mis la photo du test, en fait, du P120C. Oui. Qui a été fait quand du coup le test? Je ne sais plus du tout exactement précisément. Là, ça s'est fait à côté de Europropulsion, c'est au banc de tir du BAP du CNES. D'accord. Où on a fait soit la qualification d'Ariane 5 pour les EAP, Oui. que le développement du P80 pour le programme Vega, et ensuite le P120 pour Ariane 6 et Vega C. Pour le programme Ariane 6 et Vega C, on a fait 3 essais au banc pour développer et affiner la performance de booster à la fois pour Ariane 6 et Vega C, effectivement. Donc, on a fait un premier tir de développement et 2 tirs de qualification. Le premier, c'était à spécification Vega et le deuxième à spécification Ariane 6. D'accord. Et du coup, donc la spécificité, par exemple, de Vega C, c'est ce que le lanceur pourra avoir envoyer une masse plus importante un petit peu plus importante, un petit oui. Peu plus important, On n'arrive pas au niveau d'Ariane 6, bien entendu, mais il donne aussi la capacité à travers une coiffe plus large, de pouvoir faire aussi des lancements multiples avec
des adaptateurs à niveau satellite qui peut faire une mise en orbite sur différentes orbites pour plusieurs satellites en même temps. Pour VV16, par exemple, on a mis en orbite 50 satellites. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer la possibilité de faire des dispensers encore plus performants par rapport à la taille de la coiffe pour Vega C. D'accord, pouvoir mettre plus de satellites, c'est ça Oui, et notamment aussi le quatrième étage a été, disons, un peu changé parce que le réservoir de Zergol ont été changés de manière qu'ils puissent assurer une mission orbitale plus importante en cas de besoin en fonction de la missionnisation du lanceur et en fonction du client. D'accord, là alors, je vois une question très intéressante de Closer to Space qui dit bonjour, serait-il possible de connaître le nombre de Vega classiques qu'il reste à lancer avant qu'il n'y ait plus que des Vega C? 2. Deux? On a juste 2 Vega. Après, ça sera que Vega C. D'accord. Du coup, donc c'est pour très bientôt, donc pour 2022, c'est ça, Vega C? Oui, oui, oui. Le premier lancement du 2022 sera en Vega C. Et D'accord. après, en fonction des clients de Arianespace, on mettra sur le pas de tir le dernier Vega. D'accord. Donc, c'est en fonction du calendrier des clients d'Arianespace. D'accord, très bien. Ça fait bizarre quand même, du coup, le dernier lancement. Alors bon, même si ça reste un lanceur Vega, la Vega C, ce sera quand même le dernier lancement d'une Vega. Alors, je sais pas si, par exemple, là, vu que c'est une des dernières versions de la Vega, on va dire, normale, Classique. classique, on va dire exactement. Et du coup, ça fera comment? Est-ce que, en fait, par exemple, les équipes restent les mêmes, du coup, pour Vega et Oui, Vega oui, C? tout à fait, D'accord. tout à fait. Pour entre Vega et Vega C, les équipes de développement et d'exploitation du lanceur sont presque les mêmes. Mhm. Et il y a les turnovers normaux dans une entreprise, mais les compétences, les gens qui y travaillent sont toujours presque les mêmes. La forme aussi du lanceur, est presque identique à celle que vous voyez parce qu'on le lancera toujours de la ZLV, donc Mhm. on réutilise tous les moyens que vous voyez à l'écran. Et on a renforcé évidemment le système parce qu'il est plus lourd le lanceur, Oui. donc on a renforcé la table de lancement, on a changé et modifié le banc de contrôle parce que l'avionique de bord du lanceur elle a été améliorée et a changé, donc aussi les moyennes sols ont été modifiés par conséquence. Et aussi pour le remplissage du quatrième étage, on s'est mis sur un niveau supérieur parce qu'il est juste un petit peu haut, le lanceur. D'accord. Mais la séquence d'intégration que vous avez vue tout à l'heure, elle est presque la même. D'accord, donc il y a quelques petits ajustements, mais on garde à peu près la même chose, c'est ça. On change pas une équipe Oui. qui gagne. Non, non. Et les concepts, ça reste presque pareil. D'accord. Alors, j'ai vu. Alors, c'est peut-être une question pour Guirec, du coup. Est-ce que le centre de contrôle. Est-ce qu'il y aura. Il y a un centre de contrôle pour Vega où tout est dirigé de la même salle, c'est-à-dire la salle Jupiter? Non, le centre de contrôle va rester le centre de contrôle Jupiter 2, Mhm. d'où sont coordonnées les opérations pour le lancement Ariane 5, Soyuz et Vega. En revanche, le centre de lancement Vega, on a créé un nouveau, fabriqué un autre bâtiment localisé proche du centre de contrôle pour répondre à des questions de sécurité et de sauvegarde. Donc aujourd'hui, le centre de mission là, de CDL3, qui est localisé très proche du tir Vega, D'accord. il va être délocalisé plus proche. Enfin, il va s'éloigner du pas de tir et être localisé à l'entrée de de lancement, et où il y a les équipes Avio, Arianespace seront localisées pendant les chronologies de lancement Vega C. Voilà, D'accord. donc c'est la spécificité également du programme Vega C. Un nouveau bâtiment éloigné du pas de tir pour répondre à la question de sauvegarde, protection des personnes, des biens. Alors, pour le chat, est-ce que vous pouvez détailler la procédure de sauvegarde?
pour expliquer un petit peu ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas le terme, par exemple. Alors oui, c'est vrai que on fait souvent la confusion entre la sauvegarde et la sécurité. Donc la sécurité, on va parler plutôt de sûreté, donc c'est euh, protéger les personnes ou les qui intrusions qui pourraient engendrer et mettre à mal un satellite ou un lanceur, donc des mauvaises intentions pour détruire un satellite, par exemple, ou un lanceur. Donc on va mettre en place des moyens de sûreté pour protéger les installations. Et la sauvegarde, c'est protéger la vie des personnes, des moyens humains, et également des bâtiments. Protéger les bâtiments en cas d'explosion, par exemple, d'un satellite ou d'un lanceur. On met en place des mesures de sauvegarde en amont des accidents, justement, pour protéger voilà, que ce soit des personnes ou des bâtiments. Donc ça, c'est la différence entre la sauvegarde et la sûreté. D'accord. Et de ce que j'avais vu aussi, c'est qu'en fait, il y a un couloir, c'est ça, une zone, entre guillemets, de sauvegarde où, si par exemple le lanceur commence à dévier, par exemple, de sa trajectoire, du coup, vous enclenchez du coup cette procédure de sauvegarde, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Bon, donc, et dans la sauvegarde, pour rentrer dans les détails, il y a deux types de sauvegarde. Il y a la sauvegarde au sol. Donc c'est plutôt ce que je vous décrivais auparavant. Donc c'est Mhm. protéger les personnes et les bâtiments qui sont sur le CSG. Et après, il y a la sauvegarde en vol. Donc ce sont toutes deux des équipes du CNES CSG. Mhm. Et la sauvegarde en vol, elle est elle est située dans un bunker là, à l'entrée du CSG, qui est isolé du reste des équipes de lancement et qui justement va en effet surveiller en temps réel la position de la fusée, Mhm. qui doit rester dans un corridor, dans un couloir de, de trajectoire D'accord. nominale. Et en cas de dévier, prendre la décision malheureuse de faire exploser le lanceur parce que ce lanceur peut devenir dangereux soit pour des bâtiments, mais surtout pour des populations. Oui. Donc il n'y a aucun risque qui est pris à ce niveau-là. Si le lanceur dévie d'une certaine caractéristique ou certaines données qui sont calculées et évaluées bien en avance, voilà, les équipes sauvegarde envoient un ordre de destruction qui mettra fin à la mission et qui mettra l'ensemble satellite lanceur voilà, hors de nuisance pour les populations. Et, voilà. Oui, donc la sécurité vraiment reste la principale priorité lors des lancements quand même, hein. On prend pas de risque. Oui, c'est ça. Bah, le but, on travaille tous dans le même but, c'est d'envoyer et de placer les satellites sur la bonne orbite, bien sûr. Oui. Mais le rôle principal de la France, enfin sur le sol français, c'est de lancer en toute sécurité. Mhm. Et on prend aucun risque n'est pris. Si on sait qu'il y a quelques risques avant de décoller, on arrêtera tout pour faire les vérifications. Mais le but, c'est de protéger, de lancer en toute sécurité. D'accord. Alors j'ai peut-être une question pour Alessandro. C'est pas lancer Ah, pardon. quoi qu'il arrive, c'est lancer en toute sécurité. D'accord. Voilà, en tout cas, voilà, aussi dans le chat, vous voulez en savoir plus sur la sécurité. Voilà, maintenant, on est, on est sûr que tout est pris, toutes les mesures sont prises, en tout cas pour la La propagation, sauvegarde. pour la Voilà. sauvegarde, exactement. Mm. Alors, j'avais une question pour Alessandro. Au niveau des opérations, comment en fait se coordonnent? Est-ce que ce sont les équipes Avio? Parce que il y a le CNES, il y a également l'ESA, il y a Arianespace, il y a Avio. Et du coup, par exemple, pour les opérations au niveau de la Vega, comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a une seule équipe, par exemple d'Avio, qui s'occupe de ça, ou par exemple les équipes des des différentes entreprises collaborent en fait entre elles pour les opérations? Même Guireg, hein, si vous voulez répondre aussi. Oui, normalement, Non, je laisse Alessandro d'abord. les opérations d'intégration aujourd'hui, depuis un an, ont été reprises par Avio Mhm. jusqu'à H0. À partir du moment que le décollage il est actif, il passe de responsabilité d'Arianespace sous le contrôle aussi de CG.
Les activités où les entreprises sont, disons, plus mélangées, c'est la partie de la haute du lanceur. Donc, il y a des sociétés comme RUAG, Arianespace, eux, les clients, qui vont intervenir évidemment dans le processus d'intégration. Mais jusqu'à le 4e étage, sont presque dans la ZLV, sont tous d'Avio. D'accord. J'avais vu aussi j'ai vu des questions très intéressantes. Par exemple, de B12J. Alors là, c'est plus, par exemple, pour les directeurs des opérations, donc plus une question pour Guirec. Est-ce qu'il y a une qualification spécifique pour Vega? Par exemple, est-ce qu'un directeur des opérations qui travaille sur Ariane peut également faire un vol Vega? Oui, tout à fait. Bon, bien sûr, il y a un complément de formation qui est fait pour s'adapter aux spécificités des campagnes Vega et des chronologies de lancement surtout. Donc le directeur d'opération, pour rappeler, voilà, il coordonne les opérations de la campagne satellite et de la base de lancement et collabore et travaille avec les équipes lanceurs comme Avio, Arianespace, les Russes sur Soyouz par exemple. Mais quand on passe d'une fusée Vega ou Ariane 5, bien sûr, c'est pas tout à fait pareil. Les chronologies ne durent pas la même durée, elles n'ont pas les mêmes spécificités. Donc, on est formé à travailler sur les 3 lanceurs, voilà, moyennant des petits compléments de formation. D'accord. Et du coup, est-ce que, par exemple, est-ce que vous, Guirec, vous avez par exemple des préférences est-ce que vous préférez travailler sur un lanceur en particulier ou vous êtes à peu près, vous les aimez tous? Est-ce que vous avez un petit préféré ou pas dans les lanceurs? Bon, il y a aussi une préférence, c'est Ariane 5, hein. Bon, c'est la plus emblématique, la plus puissante, celle que tout le monde connaît, hein. Donc, j'ai travaillé sur Vega il y a plus d'1 an. Et puis prochainement sur Soyouz, mais la plus emblématique c'est Ariane 5, hein, c'est le lanceur lourd, le plus puissant, le plus impressionnant. Mais voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est chaque campagne, chaque lanceur est différent. Voilà. Oui, y a rien ne se ressemble à chaque fois, c'est ça, à chaque campagne. Chaque campagne reste unique. Ah oui, à chaque campagne, c'est différent, hein. Même si pour le grand public, on lance un satellite comme un autre et on enchaîne les lancements, mais côté du CSG, hein, que ce soit les équipes satellites, côté de la base du CNES ou les lanceurs, c'est jamais la même façon, hein, même si tout est réglé, millimétré, procéduré, on rencontre toujours des aléas, on rencontre des nouvelles personnes, surtout quand on travaille avec les équipes satellites, et c'est ça qui est intéressant dans le métier, hein, c'est que c'est jamais la même façon, jamais les mêmes campagnes. Donc voilà, c'est ça l'intérêt du travail ici au CSG. Ça fait la beauté aussi vraiment du travail aussi de tout ce que vous faites au Centre Spatial Guyanais. C'est quand même pas rien de travailler là dans un endroit unique tel que le CSG. Ah, c'est sûr, il y a beaucoup de personnes qui travaillent autour du lancement, hein. C'est assez considérable, hein, toutes les équipes qui sont là pour le même but au final, hein, que ce soit des industriels, des sous-traitants, etc. Mais on est tous dans le même bateau, hein, enfin dans le même lanceur au final. Mais voilà, c'est dynamique, ça bouge beaucoup, beaucoup de pression. Plus ça va appuyer la pression, parce que quand on commence une campagne, que ce soit côté satellite, côté de la base, côté du lanceur, on a tous une seule date en tête, hein, c'est le J0. Et on essaye de tous s'y tenir, de tous être prêts pour cette date-là. Donc, au fur et à mesure de l'avancement des campagnes, on sent les pressions, les enjeux qui arrivent, quoi. Et puis la médiatisation surtout qui se fait de plus en plus forte désormais. Oui, c'est sûr que maintenant, on voit que il y a un engouement assez fort, hein, pour tous ces lancements. Même là, je vois dans le chat que vous êtes quand même assez nombreux. Merci à tous et toutes d'être aussi nombreux pour ce live Vega. En plus, on va avoir un lancement magnifique au lever de soleil. Donc là, on peut voir déjà qu'il y a de très très belles couleurs. Donc je pense qu'on aura un très beau décollage. Je vais prendre une question. Ouais, c'est magnifique les couleurs. Ah oui, non, franchement, c'est avec le voile rose qu'il y a derrière, c'est vraiment c'est super joli.
J'ai pris une question de Arfangik qui se demande quel est le temps de remise en état d'un pas de tir pour commencer à accueillir un nouvel assemblage, donc juste après un tir. En fait, c'est vrai que c'est une bonne question, hein. On se rend pas forcément compte du temps de préparation après pour un nouveau lancement. Oui, oui, effectivement, il faut du temps parce que le premier étage, il est quand même une plume à 3000 degrés, donc il fait quand Oui. même un peu de dégâts. Et il y a toute une activité de revalidation du pas de tir qui, aujourd'hui, pour Vega, et ça dure 18 jours. Donc, ça veut D'accord. dire qu'avant de pouvoir réentamer une campagne derrière, il faut faire 18 jours d'activité pour revalider et préparer pour la nouvelle campagne. Il y a aussi une préparation de moyenne sol pour pouvoir revenir avec une lanceur. D'accord. Et du coup, par exemple, en fait, qu'est-ce qui doit être changé, par exemple, sur le pas de tir? Mais déjà, la table de lancement, elle est renouvelée d'un point de vue de peinture, donc elle est passivée, elle est grattée, elle est nettoyée, la peinture elle est redonnée. Il y a Mhm. toute une activité d'assainissement de les lignes d'ergol qu'il faut les dépolluer de manière qu'ils puissent être réutilisés en sécurité par les personnels. Donc, toutes les lignes, il y a un système de contamination et de procédures pour les remises en état. Et aussi, le banc de contrôle, il est repréparé, reconfiguré pour la nouvelle configuration du lanceur parce que, comme Greg le disait tout à l'heure, bien que la forme elle est toujours la même, la mission elle est toujours différente. Donc, il y a aussi le banc de contrôle, il faut le reconfigurer en fonction de la spécificité de la mission suivante. Donc, un peu à 360 degrés, et c'est la remise en forme du sol, qu'il suit la spécificité du lanceur. D'accord. J'avais une petite question parce qu'aujourd'hui, donc c'est un lancement militaire. Est-ce qu'il y a des spécificités et des différences entre, par exemple, les lancements civils et les lancements militaires? Ben oui, tout à fait. Il y a des règles à respecter, mais là, je pense que Greg il pourra plus en parler. Normalement, il y a des procédures bien rédigées, bien strictes, qui peuvent permettre les opérations à du personnel habilité Mhm. et avec des accès, des autorisations données par l'État bien spécifiques. Par exemple, ces satellites, pas tout le monde il pouvait rentrer dans la zone de préparation de la charge utile, par exemple. Il n'y avait que du personnel habilité défense. D'accord. Du coup, Greg, tu voulais ajouter quelque Exactement, chose? c'est ça. Euh, oui, 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 bah, tout à fait. La campagne CRS, comme la campagne précédente, la Syracuse 4A sur la dernière Ariane, on a mis en place donc le CNES, hein, des procédures et une organisation spécifique pour accueillir ce type de satellite D'accord. hautement classifié et sensible, où voilà, personne de, y a pas, c'est pas n'importe qui peut rentrer en salle propre, salle blanche, là où sont préparés les satellites et les voir et être à proximité, hein. Il y a des accès spécifiques, il faut montrer patte blanche, comme on dit, où les dossiers des personnes sont analysés en métropole avant de pouvoir délivrer voilà, des accès et accéder aux satellites. Et puis du coup, au niveau de la sûreté, désormais, enfin on parle pas de sauvegarde, on parle de la sûreté là, Mhm. la sûreté a été mis, le niveau a été augmenté pour pouvoir accueillir ces satellites. Le bâtiment là où les satellites CRS ont été préparés, donc ils sont arrivés début septembre. Le bâtiment était vraiment sur haute protection H24 7 sur 7. Et puis donc voilà pour garantir la bonne vie du satellite et que les opérations se déroulent nominalement. Mais oui, pour des campagnes telles que celle-ci, tout le monde est sur le qui-vive. Des équipes qui sont mises en place en plus. Voilà. On peut voir également qu'autour du lancement, là, une fois quand le lanceur est sur le pas de tir et les satellites un peu presque à nu, hein, par rapport à l'atmosphère, on a entendu, il y a des rafales qui tournent autour de la base depuis quelques jours, hein, pour valider et pour mettre en sécurité tous ces trois petits bébés satellites là. Oui, parce que les CRS sont c'est des petits satellites, du coup, ce sont pas comment? Donc ce sont trois petits satellites, c'est ça?
voyez ces 3 petits satellites hein, qui vont évoluer une constellation de 3 satellites là, qui vont évoluer les 3 ensemble. Donc ils ont une mission un peu sensible et sécurisée. Hein, donc on ne peut pas parler exactement sur un site public, hein, mais ils sont sous bonne protection. On attend leur mise en orbite. D'accord. Alors j'ai vu une question dans le chat une question très terre à terre d'Eric Botlender qui se pose la question de, en fait, on vient de voir un oiseau se poser sur l'un des mâts parafoudres. Est-ce qu'il y a un système qui éloigne les oiseaux ou autres animaux ou des zones de lancement en CSG? Mais normalement, l'allumage, il fait du bruit. Il y a des... Ouais. Les derniers oiseaux qui vont rester sur le pas de tir vont le sentir. Mais oui, sur la base, hein, sur le CSG, il y a tout ce qui est l'aspect environnemental est très surveillé. En amont du lancement et après le lancement, il y a des mesures qui sont effectuées. Hein. Il y a des nichoirs qui sont justement positionnés spécialement éloignés du pas de tir pour pousser un peu les oiseaux à nicher plutôt dans ces nichoirs-là qu'aller venir se positionner sur le pas de tir. D'accord. Pour éviter de déplumer certains. Et d'ailleurs, en fait, la cohabitation un petit peu avec la biodiversité de la Guyane et le centre spatial guyanais, comment ça se passe en fait par exemple, hier, j'ai vu passer qu'il y avait ces fameuses araignées qu'on appelle matoutou en Guyane et qu'il y en avait énormément apparemment au CSG. Et comment ça se passe justement pour, par exemple, pour entre guillemets préserver toutes ces espèces en fait Est-ce qu'il y a en dehors de ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des oiseaux, est-ce qu'il y a d'autres procédures qui sont faites pour éloigner toute petite bébête pour éviter, par exemple, s'il y a un transfert sur le pas de tir, quelque chose comme ça, est-ce qu'il y a des personnes au sol qui s'occupent un petit peu de ça? Oui, moi je peux parler de ce qui se passe au côté satellite. Quand les satellites arrivent et on les fait rentrer dans des salles propres, donc des salles sous ambiance contrôlée, là où il fait à peu près 23 degrés, 50% d'humidité, la propreté, la contamination particulière est surveillée. Juste avant de mettre à nu les satellites et de les passer dans les salles, parce qu'ils arrivent dans des conteneurs sous ambiance contrôlée. On fait des contrôles, on met des dispositifs en place pour éviter des intrusions malheureuses, des oiseaux, des insectes, des reptiles éventuellement. Oui. Mais on protège le satellite, on essaye d'éloigner les bestioles des satellites et des lanceurs en général. Mais bon, là, ici en Guyane, la nature est omniprésente et partout. Hein. Donc, les mesures sont faites. Donc ça, il y a une cohabitation en fait. Hein. Oui, et puis le CSG, quand même, il a une surface qui est à peu près celle de la Martinique, donc c'est énorme par rapport aux bâtiments d'intégration et de production qui sont éparpillés dans les sites et qui, d'un point de vue d'opération, ils ne sont pas vraiment envahissants d'un point de vue environnemental. C'est juste le décollage, mais normalement le CNES, il a un service de mise sous contrôle des conditions des eaux, de l'air. Ils font des analyses périodiques soigneuses juste pour vérifier que l'impact environnemental du CG soit tout à fait conforme et que n'aille pas pouvoir polluer une nature comme celle du CG de l'Amazonie dans laquelle nous sommes. Exactement. D'accord. Alors, je viens de voir, on est à 10 minutes, H-10 du lancement. Alors, on n'a pas entendu l'annonce du DDO. Est-ce que vous pouvez expliquer, Guirec, peut-être ce qui se passe justement à ce moment-là? Tout à fait. Donc là, on se rapproche du H0, du moment critique, et à moins 10 minutes, on effectue le dernier point météo. Donc où les spécialistes de Météo France qui travaillent avec nous et pour les opérations de la base font un état des différents critères météo qui vont autoriser ou non le décollage. Donc c'est un point météo il y a plusieurs points météo pendant la chronologie, mais le dernier il est fait à moins 10 minutes,
où ils font état des risques de vent, la vitesse et la direction du vent, et également les risques de foudroiement du lanceur, que ce soit sur le pas de tir ou juste au moment du décollage, quand il va sortir de la zone, justement, on parlait des parafoudres, il va sortir de cette zone-là. Donc c'est surtout ces deux données, hein, le vent et le foudroiement, vont être surveillés de très près, et le dernier état va permettre de rester vert ou rouge selon les données de Météo France. Donc voilà, on a 10 minutes et on se rapproche. Exactement. Donc on est à 8 minutes du décollage. Alors on n'a pas entendu le DDO faire l'annonce en tout cas. J'essaie de me renseigner du côté de la Guyane. En tout cas, normalement, on a le son du pas de tir. Je voulais aussi savoir, est-ce que à 10 minutes du lancement, est-ce qu'il y a d'autres procédures qui sont faites autres que le point météo dans la salle Jupiter? Ah oui, il y en a une quantité assez impressionnante, hein, de procédures qui sont déroulées, hein. Donc chaque spécialiste dans le centre de contrôle a ses procédures, ses dernières vérifications à effectuer. Donc là, à moins de 10 minutes, tous les moyens, que ce soit côté lanceur ou côté CSG, donc les antennes de télémesure, les radars, la sauvegarde, la télécommande, sont activés, les moyens sont prêts et dispo. L'ensemble, lanceur et base, ne va pas tarder à entrer en séquence synchronisée, où c'est l'instant où tous les moyens se synchronisent ensemble, en même temps, sur un même temps donné. Chacun est dépendant des uns des autres. Donc là, on se rapproche de cet instant-là, qui va avoir lieu à moins 4 minutes. D'accord. Alors, je vois dans le chat qu'on me dit que mon micro est un peu faible. Alors, j'essaie de le mettre au maximum. Je parle aussi près du micro que possible. Donc, je m'excuse si la qualité n'est pas... Alors, dites-moi dans le chat si c'est bon pour vous, si vous m'entendez bien. Alors, je vois Negara qui me dit que oui, c'est bon. Super. Super, tout va bien. Donc, n'hésitez pas. Hein. Donc, on est à 6 minutes du décollage. On peut encore répondre à vos questions, si vous en avez encore. Donc, en tout cas, il a l'air de faire très beau en Guyane. Et là, normalement, tout est vert. C'est vrai qu'on n'a pas, du coup, on n'a pas la télémesure, du coup, on peut pas voir. Normalement, si tu nous dis que tout est vert, c'est bon. Oui. Super. Ouais, côté lanceur et côté base, tout est vert, je confirme. D'accord. Et là, je vois une question de Archillon qui demande si depuis Cayenne, on peut voir le décollage. Je ne sais pas si vous savez si on peut le voir depuis Cayenne. On pourrait le voir, mais donc là, c'est un lancement qui va être qui est plutôt dirigé vers le nord de la Guyane, enfin vers le nord-est. Autour de 20 degrés d'azimut. Donc ils peuvent le voir, mais en plus il va commencer à faire jour. La luminosité du lancement va faire qu'ils vont le voir, mais peut-être rapidement. Mais il va très vite s'éloigner d'une des côtes et de la Guyane. Donc à la différence d'Ariane 5, où les tirs sont vers l'est totalement, survolent et passent devant Cayenne, ça va être un peu compliqué pour voir le lancement Vega. En revanche, les communes de Sinnamary, Saint-Laurent, tout ça pourront très bien voir le lancement. D'ailleurs, en plus, c'est vrai que la Vega part assez vite, par exemple plus vite qu'une Ariane 5, vu que fonctionne uniquement avec une propulsion à poudre. Et donc c'est vrai qu'il faudra pas... c'est vrai que généralement, elle part assez vite. Je sais pas si... Oui, c'est par rapport à poussée et poids du lanceur. Ariane 5, il est quand même un lanceur assez lourd, parce qu'il est bien chargé des propergoles cryogéniques dans les PC. Et le Vega, il a une poussée beaucoup plus petite, mais en termes de poids, il est beaucoup plus léger, donc l'accélération au décollage, ça permet de partir en vitesse. Beaucoup plus vite, oui. Oui. C'est sûr. Alors, je vais prendre peut-être une dernière question du chat et ensuite on va tous se muter ensuite et on va vous laisser du coup avec... À tous de DDO, attention pour la séquence finale lanceur. Du coup, Guireg, est-ce que tu peux expliquer ce qui est en train de se passer?
Voilà, bah, c'est la séquence synchronisée du lanceur qui va se mettre en place et débuter. Après, je peux laisser parler Alessandro là, sur les événements côté lanceur qui vont se dérouler là, entre maintenant et le H0. Ben là, il commence à lancer les procédures automatiques de synchronisation mise du pan de contrôle par rapport au lanceur. Donc le lanceur il s'allume, ils sont lancer les procédures automatiques et stop. On attend la décompte. Alors, je vais prendre une dernière question. Voilà, on va se diriger entre un mode où le lanceur il est sous contrôle et un mode où le lanceur au bout d'un moment va prendre la main automatiquement. C'est l'ordinateur de bord qui va prendre les commandes à un certain instant. Donc ouais, après, ce sera vraiment uniquement l'ordinateur de bord qui, du coup, gérera toute la trajectoire du lanceur, c'est ça? C'est ça. Et après, la sauvegarde pour vérifier qu'effectivement, il soit dans les couloirs de vol corrects, comme il disait tout à l'heure, une fois décollé. Très bien. Eh bien, j'ai proposé à mes chers invités du coup de couper leur micro. Je vais également couper mon micro. On est à 10 minutes du décollage et on se retrouve rapidement après parce qu'on vous invitera à suivre la suite de la vidéo transmission sur la chaîne d'Ariane Espace. Donc on aura un petit peu de suivi du lancement, mais pour vraiment suivre les dernières étapes de la mission d'aujourd'hui, voilà, donc n'hésitez pas à aller également suivre le live d'Ariane Espace sur YouTube. Et du coup, je vais passer, voilà, et on vous souhaite à tous et toutes un très beau décollage. À tous de DDO, attention pour moins d'une minute. Top, H0 moins une minute. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage P80 et décollage.
Donc voici, donc nous on vous remercie pour votre présence. Donc on vous invite du coup à suivre la suite de la mission sur le live d'Ariane Espace. Alors je vais essayer de mettre l'autre caméra, voilà, hop, hop, comme ça. Avant de vous quitter, on vous laisse l'autre caméra. Voilà, hop. En tout cas, un grand merci à tous et toutes d'être restés du coup ce matin avec nous. Merci à Guireg et merci à Alessandro d'avoir pris le temps de faire ce live avec nous. On se retrouve du coup sûrement au prochain lancement et on vous dit à très vite. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.